Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les moustiques. On va plus précisément parler de leur morphologie, leur biologie et leur rôle dans la transmission des pathologies. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier infiniment Dr Hiro Suleiman, chercheur à l'unité de paludologie et entomologie médicale du Centre de recherche médicale et sanitaire, car ce cours a été présenté par Dr Suleiman lors du cours national de paludologie de 2022 au Centre de formation Pierre et Anne-Marie Moussa. Je profite aussi de l'occasion pour dire que le Centre de recherche médicale et sanitaire organise depuis 2011 un cours national sur le paludisme et bientôt nous allons initier aussi un autre cours, cette fois-ci sur l'entomologie, si bien que ce cours sera complémentaire au cours de paludologie. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres modules, en particulier le module sur l'initiation à la recherche scientifique que le CERMES organise. Ceci étant, je vais vous proposer le plan suivant. On va parler, de la systématique des moustiques, puis on va parler de la famille des culicidés. Dans la famille des culicidés, il y a la sous-famille des anophélinés et la sous-famille des culicinés. Après cela, nous évoquerons les caractéristiques des genres Anophèles, du genre Culex et du genre Aedes. Puis, on va décrire les lieux de ponte des culicidés, la méthode de capture des culicidés, la lutte contre les moustiques et enfin, on va donner un exemple de lutte biologique contre les larves de culicidés au Niger. Et ceci est la thèse de doctorat de troisième cycle de Dr Hiro Maman, doctorat que j'ai eu l'opportunité d'évaluer en étant dans le jury. Parlons tout d'abord de la systématique des moustiques. En effet, les moustiques font partie de l'embranchement des arthropodes. Et quand on dit arthropodes, ce sont des organismes qui ont les pattes articulées. Et parmi eux, il y a par exemple les myriapodes, dont l'exemple ici est les mille pattes. Il y a les crustacés, dont nous avons ici les crabes. Nous avons le homard. Nous avons des arachnides. Et nous avons les insectes. Donc ici, nous avons un seul insecte qui est ici hexapode. Et plus précisément, c'est un nématocère car on voit les antennes qui sont très longues et qui ont plus de 3 articules. Il faut dire que il y a plusieurs classes. Et parmi les classes, il y a la classe des arachnides. Les arachnides, ils sont composés par les araignées, les scorpions et les acariens. Il y a environ 35 500 espèces et d'un point de vue morphologique, les arachnides sont caractérisés par 8 pattes à l'âge adulte. Ils n'ont pas d'ailes, mais aussi et surtout, ils n'ont pas d'antennes, mais ils ont des palpes à la place des antennes. Après cela, il y a les crustacés. Les crustacés mènent une vie aquatique. C'est par exemple les crabes, les crevettes, et il y a environ 40 000 espèces. Après cela, il y a les myriapodes. Les myriapodes mènent une vie terrestre. Il y en a environ 13 000 espèces. Et parmi les myriapodes, on peut donner les éules, on peut donner les scolopendres. D'un point de vue morphologique, il faut dire qu'ils ont plus de 8 pattes. Ils n'ont pas d'ailes et ils n'ont pas d'antennes. C'est l'exemple ici, 2000 pattes que nous avons. Il y a aussi la classe des insectes. Et parmi les insectes, il y a les criquets, les moustiques, les scarabées. Et ils sont environ 1 million d'espèces. Et d'un point de vue morphologique, les insectes se caractérisent par l'existence de 6 pattes à l'âge adulte. Ils ont des ailes et deux fois des embryons d'ailes. Après cela, nous allons parler des différents ordres qu'on a dans la classe des insectes. Il y a tout d'abord
les coléoptères. Les coléoptères, c'est l'exemple des coccinelles, des scarabées, des charançons, des lucanes. Ici, j'ai donné l'exemple d'une coccinelle, l'exemple de charançon et l'exemple de scarabée. Il y a les hyménoptères. Et quand on parle d'hyménoptères, il s'agit des abeilles, des guêpes, des frelons et de fourmis. Et ici, j'ai donné l'exemple de frelons, l'exemple d'une guêpe. Il y a les lépidoptères. Et les lépidoptères, ce sont les papillons, la belle dame, la chenille. Et j'ai donné ici l'exemple d'une belle dame. Il y a aussi les orthoptères. Et parmi les orthoptères, c'est surtout les criquets, les sauterelles, les grillons. J'ai donné ici l'exemple d'un grillon, car pour ce qui est des criquets et des sauterelles, ce n'est pas un Nigérien qui dirait qu'il ne sait pas ce que c'est que les criquets et les sauterelles. Il y a les héminoptères. Ce sont les cigales, les pucerons, les punaises, les réduves. Et ici, j'ai donné l'exemple de la punaise géante qui est responsable de la transmission de Mycobacterium ulcerans, particulièrement dans la zone des lagunes en Côte d'Ivoire. Il y a les odonates et dans les odonates, il y a la libellule et il y a les demoiselles. Et ici, j'ai donné l'exemple de la demoiselle. Ce n'est pas fini. Il y a aussi les isoptères. Et parmi les isoptères, ce sont les termites. Et parmi les termites, vous pouvez trouver des termites ailés et des termites non ailés. Il y a aussi les blatoptères. Les blatoptères, ce sont les cafards. Et vous pouvez trouver des cafards de grande taille, des cafards de petite taille. Et ici, j'ai donné quelques exemples de blattes, dont la souche germanique et la souche américaine. Il y a les mentoptères, autrement dit les menthes religieuses. Et j'ai donné ici l'exemple d'une menthe religieuse. Et enfin, il y a les diptères. Et parmi les diptères, il y a les mouches, les thons, les moustiques, les moucherons. Et ici, j'ai donné les thons, un exemple de thon, les moucherons et un exemple de réduve. Donc, nous allons nous focaliser sur l'ordre des diptères. Quand on dit les diptères, ils ont une paire d'ailes et exceptionnellement, on peut trouver une paire de balanciers qui sont des ailes vestigiales. Et dans l'ordre des diptères, il y a deux sous-ordres. Il y a le sous-ordre des nématocères qui ont la particularité d'avoir des antennes très longues, filiformes et qui sont composées de plus de 3 articles. Et il y a les brachysères qui ont des antennes cette fois-ci qui sont courtes et qui sont composées de 3 articles tout au plus. Chez les nématocères, il y a la famille des moustiques qui font environ 7 à 70 mm de longueur. Il y a les phlébotomes qui sont responsables de la transmission de la leishmaniose. Il y a les simuli, il y a les chylicoïdes et il y a les glossines. Et nous savons bien que la glossine est responsable de la trypanosomose, donc Glossina palpalis et Glossina morsitans. Nous les avons vus avec la transmission de la trypanosomose à Trypanosoma gambiense et la trypanosomose à Trypanosoma rhodesiense. Pour ce qui est des phlébotomes, ils sont surtout responsables de la transmission de la leishmaniose. Et parmi les simili, on peut parler de Simulium damnasum, dont nous avons largement développé dans les cours précédents. Dans la famille des culicidae, autrement dit des moustiques, il y a la sous-famille des toxorynchidinae, où on a un seul genre. Il y a la sous-famille des culicidae, où on a 33 genres. Et dans les culicidae, il y a les Aedes, les Culex, les Mansonia. Et la sous-famille des Anophelinae, où il y a 3 genres, dont le genre Anopheles, qui nous concerne le plus. Il y a aussi le genre Chagazia, qui est responsable de la trypanosomose américaine, communément appelée la maladie de Chagas. Donc il faut dire qu'il y a 3578 espèces de moustiques dans le monde.
Et ici, nous avons quelques exemples pour illustrer. Trois genres constituent les principaux vecteurs. Il y a le genre Anopheles, il y a le genre Culex et il y a le genre Aedes. À présent, nous allons nous focaliser exclusivement sur les anophèles pour mieux les caractériser. Donc, au niveau du genre Anopheles, la femelle, elle est hématophage et elle est responsable de la transmission du paludisme. On rencontre environ 500 espèces, dont 70 sont des vecteurs du paludisme. Dans la région afrotropicale, il existe environ 140 espèces avec seulement 12 espèces qui sont impliquées dans la transmission du paludisme. Je ne vais pas beaucoup m'attarder, c'est surtout les éléments du complexe Gambier et les éléments du complexe Funestus. Et quand on parle de complexe, il s'agit d'un groupe de vecteurs qui morphologiquement sont comparables, mais génétiquement sont distincts. Pour ce qui est du cycle du développement des anophèles, les adultes vont pondre les œufs. Les œufs, après éclosion, vont donner les larves et les larves vont subir la nymphose pour donner l'imago. Et nous allons décrire comment sont les œufs chez Anopheles et comment sont les larves afin de pouvoir les distinguer. Pour ce qui est des adultes, on reconnaît les anophèles adultes par les caractéristiques suivantes. 1. Les antennes sont plumeuses chez le mâle, alors qu'elles sont fines et soyeuses chez la femelle. Donc, dès que nous voyons ici, nous voyons bien qu'il s'agit d'un mâle et ici qu'il s'agit d'une femelle. Ce n'est pas ça seulement. Les palpes maxillaires ont la même longueur que la trompe chez les deux sexes. Donc là, nous avons les antennes. Là, nous avons les palpes. Et les palpes ont la même longueur, aussi bien chez le mâle que chez la femelle. Les palpes ont la même longueur que la trompe et la trompe, elle est ici au milieu. Et la trompe, en effet, c'est un fourreau dans lequel sont rangées les pièces buccales qui seront mises à l'extérieur au moment où l'insecte va prélever du sang. Pour ce qui est des adultes, il faut dire que le genre Anopheles, il est reconnaissable par des taches noires qui sont visibles même à l'œil nu sur les ailes. Et voilà les ailes, donc vous voyez des taches noires caractéristiques. En général, au moment de la piqûre, la femelle prend une position qui est oblique dans le genre Anopheles. Donc vous voyez là, il y a le support et il y a la position oblique, ce qui lui permet d'insérer sa trompe pour chercher les veine superficielle et prélever son sang. Pour ce qui est des œufs, la femelle pond une centaine d'œufs qui sont isolés les uns des autres. La femelle peut pondre environ 80 à 100 œufs et les œufs sont pondus à la surface de l'eau et cette eau le plus souvent elle a des caractéristiques bien précises. C'est de l'eau qui est claire, c'est de l'eau qui est transparente, ce n'est pas une eau saturée en matière organique. Les œufs d'anophèles sont munis de deux flotteurs latéraux. Donc voilà les flotteurs latéraux. Et ces œufs, au bout de 24 heures, ils vont éclore pour donner une larve aquatique qui va subir 4 mues pour donner la nymphe. Pour ce qui est de la larve, les larves sont caractéristiques car elles ont la particularité d'avoir une position horizontale par rapport à la surface de l'eau. Donc là, nous avons une surface d'eau. Et voilà la larve d'anophèle, elle est horizontale par rapport à la surface d'eau, alors que chez Culex, la larve, elle est oblique par rapport à la surface de l'eau. Il faut dire aussi que la larve respire directement l'oxygène de l'air au niveau du dernier anneau. Moralité. Donc, on peut, dans le cadre de la réflexion sur les mesures de lutte, penser à des couches d'huile qu'on peut mettre à la surface de l'eau pour asphyxier les larves, ce qui va faire qu'on peut les tuer en les empêchant de respirer. À présent, parlons de la nymphe. Tout comme la larve, la nymphe a une respiration qui est aérienne. Et cette respiration est rendue possible grâce à deux trompes respiratoires qui se trouvent au niveau du céphalothorax.
Donc là, nous voyons l'image des trompes respiratoires. Voilà une, voilà deux, et là voilà une, voilà la deuxième. Les trompes possèdent des différences morphologiques selon que nous ayons le genre Aedes ou le genre Culex. C'est ainsi que les anophèles ont des trompes respiratoires qui sont courtes et évasées par opposition aux culicinés qui ont des trompes qui sont très longues et régulières. Donc là, nous voyons bien que les trompes respiratoires sont plus longues, alors que là, chez les anophèles, les trompes sont plus courtes. Quels sont les différents types de gîtes larvaires qu'on rencontre au niveau du genre Anopheles? En effet, il est très important de caractériser leurs larves, car c'est ce qui permettrait d'envisager les mesures de lutte. Donc, les différents types de larves qu'on peut, je dis de larves, de gîtes qu'on peut rencontrer, c'est par exemple des lieux où on fait des briques de banco, par exemple. Ce sont des zones de riziculture. Ce sont des zones où il y a de l'eau qui est stagnante, de l'eau qui ruisselle, où il y a de la végétation, ou bien ce sont des zones où on vient récupérer de l'argile et on finit par constituer des gîtes larvaires spécifiques au développement des anophèles. Il faut dire que le genre Anopheles est responsable de plusieurs maladies parasitaires, dont la plus connue est le paludisme. Nous pouvons revenir amplement pour faire un cours sur le paludisme. Mais les anophèles aussi peuvent intervenir dans la transmission de la filariose lymphatique, en particulier l'éléphantiasis, mais aussi ils peuvent intervenir dans la transmission de la fièvre de la vallée du Rift. Et là, c'est lors d'une mission, nous étions en train de faire des prélèvements du sang lors d'une suspicion à Chintabaraden et à Tamanrasset. Je dis Tamanrasset. Chintabaraden et à Tassara, dans le nord du Niger, où il y a eu en 2016 une épidémie de fièvre de la vallée du Rift. Après le genre Anopheles, on va parler maintenant du genre Culex. Les culex sont des diptères. Ils sont nématocères. Autrement dit, ils ont des antennes qui sont composées de plus de 3 articles. Autrement dit, les antennes sont longues. La femelle est aussi hématophage et elle est responsable surtout de la filariose de Bancroft, autrement dit de la bancroftose. On compte aujourd'hui 550 espèces dans le monde qui sont des vecteurs de plusieurs maladies vectorielles. Et vous constatez ici, au niveau du genre Culex, il n'y a pas de taches noires sur les ailes comme dans le cadre du genre Anopheles. Donc les ailes ne sont pas tachetées. Pour ce qui est des adultes, les antennes sont plumeuses chez le mâle, alors qu'elles sont fines et soyeuses chez la femelle. Les pattes maxillaires, elles dépassent la trompe chez le mâle, elles sont plus courtes chez la femelle. Donc là, nous avons les palpes maxillaires et nous constatons que ici, il s'agit d'un mâle puisque nous voyons bien que les antennes sont soyeuses et les palpes dépassent complètement la taille de la trompe. Au moment de la piqûre, la femelle prend une position cette fois-ci qui est horizontale et non une position oblique comme dans le cas du genre Anopheles. Pour ce qui est des œufs chez Culex, les œufs pondus sont beaucoup plus nombreux. Une femelle peut pondre environ 200 à 400 œufs. Ils sont pondus et ils sont rassemblés en grappes. Vous constatez ici, ce sont des œufs qui sont en grappes. Ils sont cylindriques et ils se tiennent verticalement pour flotter sur l'eau. Pour ce qui est de la larve, les larves ont une position oblique, comme nous l'avons vu. Elles ont une position oblique et ce n'est pas ça seulement. Le siphon respiratoire, il est beaucoup plus allongé, il est beaucoup plus long que dans le cadre des larves d'Anopheles qui ont une tendance à être horizontales par rapport à la surface de l'eau et qui ont des siphons respiratoires beaucoup plus courts. Pour ce qui est de la nymphe dans le
genre Culex, les trompes respiratoires se trouvent sur le céphalothorax et elles sont beaucoup plus longues et régulières. Donc voilà, dans le genre Culex, comment sont les trompes. Pour ce qui est des lieux de ponte, autrement dit des gîtes, pour ce qui est des culex, les culex ont la particularité de pouvoir vivre dans un environnement qui n'est pas aussi hygiénique que cela. Ce ne sont pas comme des anophèles. Si on peut utiliser l'expression, on peut dire que l'anophèle n'est pas sale, alors que culex est trop sale. Donc vous pouvez retrouver, ce sont des eaux usées qui sont chargées de matière organique, où vous pouvez trouver des poubelles. Voilà, ça peut être des canaux ou des caniveaux, des lieux d'eau stagnante ou des eaux où il y a beaucoup d'ordures ménagères qu'on rencontre en milieu urbain comme les sachets, les plastiques, les bidons et consorts. Et il faut dire que les culex sont responsables de plusieurs pathologies dont la filariose lymphatique, l'encéphalite japonaise, la fièvre de la vallée du Rift et West Nile. Après cela, nous allons étudier le genre Aedes pour terminer. Il faut dire que les Aedes sont aussi des diptères. Ils ont une paire d'ailes, même s'ils peuvent avoir des ailes vestigiales. Il existe environ 950 espèces et ils jouent un rôle important dans la transmission de ce qu'on appelle les arboviroses. Pour ce qui est des adultes, en termes de taille, les Aedes sont beaucoup plus gros que les culex. Ils se reconnaissent facilement par des anneaux contrastés de noir et blanc. Et c'est ce que les gens appellent dans le jargon vernaculaire des moustiques ninja ou des moustiques tigres. Parce qu'il y a cette alternance de couleur noire et de couleur blanche assez caractéristique. Et ces contrastes de noir et de blanc se trouvent au niveau des pattes. Mais aussi, il faut dire qu'il existe des marques argentées sous forme de lyre qu'on peut retrouver sur la face supérieure du thorax. Et c'est ainsi qu'il y a la lyre pour ce qui est de Anopheles aegypti, qui est assez caractéristique, par opposition à la lyre d'Anopheles albopictus, qui est aussi assez caractéristique. Donc rien que la lyre d'Anopheles aegypti est différente de celle d'Anopheles albopictus, ce qui permet de faire une distinction. Les Aedes préfèrent la brousse à la ville, donc ce ne sont pas des vecteurs urbains, c'est pourquoi ils s'attaquent le plus souvent aux animaux. Et à titre d'exemple, c'est la fièvre de la vallée du Rift. Les antennes sont plumeuses chez le mâle, donc voilà le mâle, les antennes sont plumeuses, alors que chez la femelle, les antennes sont fines et soyeuses. Elles sont fines et soyeuses. Pour ce qui est des palpes maxillaires, les palpes maxillaires dépassent la trompe chez le mâle. Donc voilà les palpes maxillaires et voilà la trompe, elles dépassent le mâle. Par contre, elles sont beaucoup plus petites. Elles sont beaucoup plus petites chez la femelle. Donc là, ce sont les antennes et là, ce sont les palpes. Et nous constatons que les palpes sont vestigiales par rapport à la trompe dans le cadre du genre Aedes. Au moment de la piqûre, la femelle a une position horizontale, comme dans le cadre des culex, alors que chez les anophèles ont une position qui est oblique par rapport à la surface de repos. Les œufs pondus sont d'environ 100 à 150, qui sont pondus tous les 3 à 4 jours. Ce sont des œufs qui ont une couleur noire et qui ont une forme d'un ballon de rugby. Donc vous voyez les œufs chez Aedes aegypti. Ces œufs ont la particularité d'être isolés et ils sont très résistants à la dessiccation. Moralité, ils peuvent éclore après avoir été conservés pendant plus d'une année. Et oui, ils peuvent rester pendant plus d'une année et l'année prochaine, une fois que les conditions de transmission sont retrouvées à la suite d'une inondation, à la suite des pluies torrentielles, ces œufs d'Aedes peuvent éclore et continuer la transmission.
Ceci est assez connu dans le cadre de la transmission de la fièvre à la vallée du Rift, où il y a une transmission verticale du virus, du moustique aux larves, du moustique à l'œuf d'abord, de la larve de l'œuf à la larve, et ce à tous les stades, jusqu'à l'imago, afin qu'il y ait une transmission à la génération suivante. Pour ce qui est des larves, dans le cas d'Aedes, les larves qui sortent de l'œuf ont une position qui est oblique aussi, comme dans le cadre des Aedes. Elles se tiennent la tête en bas avec un siphon respiratoire qui est court par opposition aux culex qui ont un siphon qui est beaucoup plus long. Donc là, nous avons un siphon qui est beaucoup plus court chez Aedes. Les larves d'Aedes sont très mobiles. Elles se déplacent plus ou moins rapidement en godillant et en donnant l'impression de trajectoire pas toujours contrôlée. Pour ce qui est des trompes respiratoires, elles sont situées sur le céphalothorax et elles ont la particularité d'être longues et régulières par opposition au genre anophèle. Donc pour ce qui est des gîtes larvaires, on peut trouver des Aedes le plus souvent dans des matériaux qui conservent de l'eau, comme dans des récipients métalliques, dans des canaries. En effet, ce n'est pas surprenant qu'on vous serve de l'eau une fois que vous êtes en campagne, à partir d'un canari, et vous allez vous retrouver nez à nez avec des larves d'Aedes qui sont en train de godiller dans le récipient. Vous pouvez les trouver aussi dans des bidons abandonnés, dans des vieux pneus abandonnés, dans des pots, dans des vieux canaris. Bref, tout ce qui est récipient qui peut collecter de l'eau pendant la saison pluvieuse peut constituer des gîtes pour le genre Aedes. Il faut dire que Aedes est responsable de la transmission de beaucoup de pathologies, en particulier les arboviroses comme la fièvre jaune, la dengue hémorragique, la filariose lymphatique, chikungunya, la fièvre de la vallée du Rift qui a un rôle très important dans le cadre de la médecine vétérinaire et qui est caractérisée cliniquement par un avortement, un très fort taux d'avortement pouvant aller jusqu'à 100% des femelles et concomitamment l'apparition d'une fièvre hémorragique chez l'homme. Il y a aussi le Zika qui est responsable de la microcéphalie. D'un point de vue méthode de capture, on va dire quelques mots. En effet, il y a plusieurs méthodes de capture du genre Aedes. La première méthode de capture, c'est ce qu'on appelle la Human Landing Capture. Autrement dit, c'est la méthode de capture sur appât humain. En effet, on va vacciner les sujets, particulièrement contre les pathologies très graves comme la fièvre jaune. On va les mettre sous chimioprophylaxie en leur donnant de la chloroquine et on va leur demander de mettre à nu leurs pieds avec une lampe torche, et lorsque le moustique se dépose sur le pied, ils vont l'enfermer dans un tube et fermer ultérieurement le tube avec un coton, ce qui permet de faire des captures sur des appâts humains. Il y a aussi ce qu'on appelle les pièges sentinelles, où ce sont des pièges qui émettent des substances attractives comme le CO2, ce qui fait qu'on va capturer grâce à un pouvoir attractif de ces bigies et sentinelles, on va capturer des Aedes. On peut utiliser aussi des pièges pondoirs où les femelles vont venir pondre et puis plus tard on va émerger les œufs dans un insectarium. Pour ce qui est des méthodes de lutte, il y a plusieurs méthodes de lutte. Il y a la lutte anti-larvaire qui consiste à répandre soit des liquides afin d'asphyxier les larves à la surface des eaux. On peut utiliser aussi des insecticides, mais cette méthode de lutte a des limites, car si les eaux sont utilisées par les animaux, on risque d'intoxiquer les sujets. Il y a aussi la pulvérisation spatiale, même si de plus en plus elle n'est pas utilisée. En effet, son objectif c'est de s'attaquer surtout aux vecteurs qui sont exophiles, autrement dit qui vivent à l'extérieur. Il y a enfin la pulvérisation intradomiciliaire
d'insecticides à effet rémanent qu'on appelle la PID. C'est la meilleure stratégie pour interrompre le cycle en s'attaquant directement au vecteur adulte, particulièrement lorsqu'il y a une flambée d'une pathologie. Et enfin, il y a les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, qui est une méthode personnelle, mais qui, lorsque le taux de couverture de la moustiquaire est d'au moins 90%, on peut avoir un impact à l'échelle communautaire en réduisant la transmission de la pathologie. Il y a un exemple d'étude qui est issu de la thèse de doctorat de 3e cycle de notre assistant, Dr Hirous Suleiman, qui a évalué l'efficacité de Bacillus thuringiensis israelensis et Bacillus sphaericus sur les larves de Culex pipiens et les larves d'Anopheles gambiae au laboratoire. Donc pour cela, c'est une étude qui a été faite au niveau du laboratoire d'entomologie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. On a utilisé la méthode OMS de 2005, la méthode de BioEC. Donc pour cela, on a fait des dilutions de 1 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 100 ppm et 1000 ppm. Et ce pour les deux insecticides. Indépendamment, on a fait des solutions pour Bactivet, qui est le premier insecticide, pour le Griseleft, le deuxième, et puis on a fait un mélange des deux insecticides. Après cela, on a comparé les moyens de mortalité au niveau des deux insecticides et puis au niveau de l'association des deux insecticides. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Là, ce sont les résultats de Bactivet. Là, ce sont les résultats de Griseleft. Et là, ce sont les résultats de l'association Bactivet plus Griseleft. Et nous constatons ici qu'à partir de 10 ppm, nous avons des taux de mortalité de 100%. Pour ce qui est de Griseleft aussi, à partir cette fois-ci de 100 ppm, nous avons des taux de mortalité de 100%. Et lorsqu'on fait l'association Griseleft plus Bactivet, nous constatons que le taux de mortalité commence à partir de 100 ppm. Donc là, nous avons les taux de mortalité induits par les différents larvicides sur les larves de Culex pipiens. Donc là, ce sont les résultats de Culex pipiens, alors que là, ce sont les résultats sur les larves d'Anopheles gambiae. Donc en conclusion de cette étude, on peut dire que les larves sauvages d'Anopheles gambiae sont mieux contrôlées par Bactivet et Griseleft, alors que Griseleft contrôle mieux les larves sauvages de Culex pipiens. Donc le mélange des deux produits demeure encore beaucoup plus efficace sur les deux espèces que si le produit est utilisé seul. Il existe cependant des facteurs pouvant influencer leur efficacité dans la nature, tels que le lessivage. Donc voilà, chers collaborateurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module. Et nous osons espérer le faire la semaine prochaine aux étudiants de la faculté de sciences de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous en classe. Par contre, je vais mettre le cours en ligne, donc n'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à poser des questions, je prendrai tout le temps de le partager. N'hésitez pas aussi de vous abonner et de partager les informations de la chaîne à tous ceux qui peuvent être utiles, car nous avons la ferme conviction que c'est par la science, la technologie, l'application surtout, parce qu'il ne faut pas procrastiner. On a beau avoir la connaissance, si on ne l'applique pas, on ne peut pas en tirer les dividendes. Et nous, jeunes Africains, nous avons le devoir d'appliquer les résultats de la science pour changer les conditions de nos vies. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.